OK, bon, c'est de semaine de 4 jours, on dirait que... Semaine de péquistes, finalement, je sais pas si c'est une... C'est une bonne idée, les semaines de péquistes? Non. Ça se peut-tu que, finalement, ça nous met plus dans la marde que ça nous aide? Ben moi, ça m'a mis dans la merde solide hier, moi, dire. Comment ça? Ben, on est allé au mariage d'un ami, Simon Rochelot, pour pas le nommer, dans l'ouest de la ville de Montréal. OK, la photo des beaux bonhommes, là, c'est ça, c'est le mariage. Ouais, exact. Puis, on a un club de golf sur l'île Bizarre, un peu au milieu de nulle part. Hey, il en reste des terrains à Montréal, hein? Et je vous le confirme, il en reste. En masse. Oui. Ben, sur l'île Bizarre, il y a beaucoup de terrains. Étiez-vous, soit c'est Royal Montréal, soit c'est le Saint-Raphaël? Le Helm. C'est le Helm Ridge. OK. OK. Là, on est plus... oui, mais ça, c'est plus juif, je pense. Oui. Ouais, c'est ça. Très, très beau, honnêtement. Puis, j'étais arrivé pour partir à 11h, puis le soir, puis mon automobile, le gros Yukon, il décolle plus. Puis, il voulait rien savoir. Fait que, problème électrique, je sais pas pourquoi. Fait que le lendemain, je retourne, je m'en vais pour me faire remorquer, puis tout ça. Mais Chris, quand t'arrives, puis tout est fermé, c'est de la merde pareil, là. Oui. Tu sais, je veux dire, tout est fermé. Il n'y a rien à faire. Finalement, réussi à ramener le véhicule dans un concessionnaire GM parce que c'était, comme je connais pas de garagiste là-bas, je vais aller au concessionnaire, ça risque d'être mieux. On a towé ça dans la cour, on a été chanceux, la cour était ouverte parce que les ventes étaient ouvertes. Puis là, j'attends des nouvelles de voir ce qu'ils vont faire avec, mais Christy, j'ai regardé les factures, Jeff, faut que tu sois riche pour être en panne au Québec. Faut que tu sois riche pour tout, Yann. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Faut que tu sois riche pour être au Québec, tout court. Hey, c'est impressionnant, tu sais, ça a coûté 300$ de towing pour faire 8 km. Ça a coûté 300$ me louer un véhicule pour remonter à Lévis puis aller le domper à l'aéroport, tu sais. T'es là, tu te dis, Chris, 300$ louer un char pour une journée. J'ai pas le feeling c'est ça que ça coûte aux États-Unis. Non, ça coûte pas ça. 300$, c'est 10 jours. Je comprends pas. Pour vrai, là. Je sais, mais j'essaie de comprendre, puis je comprends pas. Tu sais, souvent, on a des explications économiques. Tu sais, il y a des choses qu'on est capable de comprendre, mais là, je comprends plus rien. Là. On a fait venir une remorque ici. Quelqu'un a mis c'est Vince qui a mis son pneu dans le ditch. En plein hiver. Donc, fait venir la remorque qui est pas bien loin d'ici. Il fait juste reculer le char, il est parti. Ça a coûté ça, 300$. C'est ça. Moi, je l'ai appelé le gars, j'ai dit... T'es pas trop, ça te dérange pas, ça, de te charger 300? Ben, il dit, c'est le prix. Il est pas resté 2 minutes, là. J'ai dit, ouais, mais j'ai dit, je comprends que c'est le prix, mais j'ai dit, t'as pas un problème moral avec ça? Ben, non. Non, il n'y a aucun problème moral. Non. Mais l'histoire du char, moi, quand Yann me dit que ça coûtait 300$, je dis, tu sais, j'avais comme souvenir de des voyages dans ma tête qui font pas si longtemps que ça. Puis je me disais, t'as peu, là, j'en ai loué, moi, des chars, là. Ça n'a pas de sens, le tarif que tu me donnes. Puis là, pendant que vous parliez, je suis allé voir Paris-Charles de Gaulle. J'arrive, mettons, demain au terminal 1, je veux me louer un char pour une semaine. J'ai un BMW X1, donc full-size SUV automatique, kilométrage est illimité, 56 et 27 par jour, un total de 669$ pour une semaine. Oui. J'étais à fucking Paris, Charles de Gaulle. Une des places probablement les plus chères pour louer un char. C'est ça. Tu sais, le 300$, c'était un Hyundai Venue. T'sais. Oui. Sérieux, là, j'espère cube, que personne... J'ai pas dépassé personne qui me prend en photo. J'avais l'air d'un cave là-dedans. Là. Oui. Non, c'est débile. C'est la voiture économique de Hyundai, là. C'est le Venue. Il ose appeler ça un VUS, là, mais tu sais, je veux dire, mais non, 6 pieds 3, j'ai les genoux dans le front. Là. Chris, appelez pas ça un VUS. Regarde, j'ai... ouais, c'est ça. C'est un genre de faux VUS. Ouais. J'ai 10 jours, OK? 10 jours, un Hyundai Accent à Orlando c'est quoi la date? Le 7 juin et je le drop le 15. Avec les taxes et tous les frais inclus illimités en passant, 149,60 canadiens pour... Ça donne combien de jours, ça? Ça donne 8 jours. Ah, c'est débile, hein? C'est débile. 149 canadiens, 8 jours. Parce que le gars me dit, ça aurait été 75$ si tu le ramenais ici. Mais Chris, je me louerais pas un char pour te le ramener à toi.
Le but de louer des chars quand t'es au Québec. Ah, c'est parce qu'il t'a chargé ils appellent ça le drop-off est pas le même. Mais ça aux États, tu l'as. Moi, je le fais souvent. Parce que je loue un char chez nous à maison à côté, il y a une place, et je m'en vais à Orlando, je le calisse là, puis je prends l'avion, je m'en reviens, puis je fais la même chose. C'est 50 $ un drop-off différent. C'est pas bien cher, là. Non, mais c'est ça. Moi, la différence de prix, c'était comme au-dessus de 200$, le drop-off. Ouais, c'est ça. C'est ça. La crosse est là. Ça, c'est une autre patente particulière à chez nous. Ah, si que je tenais des patentes particulières à chez nous, moi. Alors, on est différents. Aller faire mettons que tu vas aller faire, là, c'était pas du tourisme, c'était un mariage, là. Mais là, je regardais ça, je me disais, mettons, tu vas aller passer, je sais pas qui veut faire ça dans la vie, là, mais mettons, t'es touriste, là. On envoyait plein, là, des plaques d'un peu partout. Là, tu te dis, je vais aller passer, je sais pas, une semaine à Montréal ou en tout cas au Québec, puis là, je vais être à Montréal pendant un bout. C'est parce que, mettons que tu veux coucher quelque part en bas de 200$ la nuit, c'est assez compliqué, là. Il n'y en a pas. Une place que t'as pas besoin de passer à la chambre au Purel, je parle, là. Non. C'est ça. Curieusement, il y a une affaire que j'ai trouvé vraiment pas chère, par contre. Les Uber. Uber, là, sérieusement, j'ai trouvé que c'était vrai. Ça a été le meilleur deal de tout le monde. À Montréal. Parce qu'il y en a beaucoup. Et puis qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Par contre, ils ont tué Airbnb. À Montréal, oublie ça. Là, quand tu checkes l'Airbnb, t'es là sur l'île de Montréal au complet, c'est des grenades. Oui, c'est ça. Ils ont tout ça. Si tu vas à Londres, tu payes sur Enter, puis il y a 5000 résultats qui apparaissent. Montréal, c'est genre, il y a, je sais pas, 150 places sur toute l'île. Ah, puis l'autre mythe qui était, parce que là, veux pas, j'ai fait affaire dans plusieurs commerces, là, puis avec beaucoup de marches, là, parce que j'avais pas de char, avec essayer de trouver tes patentes, tout ça. J'ai dû rentrer dans 5-6 commerces de Beaconsfield, Kirkland, dans ce coin-là, puis tout. Puis, il est où le problème du français, au juste, sur l'île de Montréal? J'étais dans l'ouest de la ville. C'est tout du monde anglophone, mais habituellement, si tu switches au français, ils te répondent tous avec des accents, mais ils sont corrects, là. Oh, moi, je suis allé au Starbucks à Beaconsfield, puis la fille, elle m'a parlé en français. Là. Tout le monde me répondait en français dans tous les commerces où je suis allé. C'est vrai qu'ils m'ont tous accueilli en anglais. Je veux dire, c'est parfaitement normal. Là, je veux dire, même le remorqueur, qui était un vrai de vrai péquiste, là, solide péquiste, il m'a accueilli en anglais quand il est arrivé. Il était sûr que je parle anglais, mais il voulait commencer à parler en français. Il a switché au français, puis il était bien content, mais il n'y a aucun commerce que j'ai eu de la misère à me faire servir en français. Là. De quoi qu'on parle au juste là, quand on dit que le français c'est mort à Montréal? Là, je le comprends pas. Là. Ouais, ça, on sait c'est qui. C'est toujours la même gang. Là. C'est la femme à Richard Martineau. Puis, c'est ça. Un matin, c'est GMC Kirkland qui m'a appelé. Puis ils m'ont appelé en français. Là. Donc là, le char est arrangé? Ben non, là, ils cherchent Kia. Là. Je sais pas si c'est pas ça là. Boîte électrique et court-circuit puis tout ça. Ouais. Moi, te le dire, c'est quoi? T'es allé au génie, là. C'était peut-être du vandalisme, là. Non, ouais, mais t'as un gros véhicule sur l'île de Montréal. Est-ce que ton camion, pour des normes environnementales, arrête aux lumières rouges et repart quand tu payes sur le golf? Non, OK. J'ai pas ça, moi. OK, parce que ça, c'est problématique pas à peu près. Ça a fait ça, t'as raison, parce que ça a fait ça sur le char, ma blonde. Elle a ça, ce gréement-là, crise d'agrément. Pas capable de désactiver ça. Ben, les constructeurs veulent que ça saute. Puis là, Trump veut l'enlever, là. Parce que c'est un des gros problèmes. Puis après ça, ben, ça consomme beaucoup de... Tu sais, c'est rendu une business, là, la batterie, là, à cause de ça. Tu sais, avant, on ne changeait pas de batterie d'un char. Là, maintenant, aux 2 ans et demi, vous changez de batterie. Donc, c'est pas... Puis en plus, c'est problématique parce que c'est un paquet de cette affaire qui occasionne beaucoup d'autres problèmes. Donc, il semblerait que ça va sauter. Fallait que tu gardes ton char longtemps pour changer la batterie. Tu sais, moi, j'ai échangé une batterie sur un Hyundai Accent, mais tu sais, ça faisait 10 ans que je l'avais. C'est ça. C'est ça. 10 ans, tu peux comprendre que tu changes la batterie. Ah, mais ce que tu dis là sur la Cura de ma femme, effectivement, on a eu ces problèmes-là. Ça a coûté au-dessus de 2000 de faire réparer ça. C'était garanti par le concessionnaire, c'était le Gatel, mais tu sais, 2000$ de réparation pour ce stifi de grammat-là qu'on n'aime pas. Là. Ouais. Hey, c'est drôle, hein? C'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de monde dans la marde. T'sais, on vient de parler avec Stéphane Bruyère. On a fait un petit round-up avec Stéphane. Puis on a parlé de toutes sortes d'affaires de ce qui s'est passé en fin de semaine. Puis tout. Puis je racontais ce que moi j'avais eu. Quelqu'un qui est venu me voir, quelqu'un que j'aime bien. Puis qui est venu me voir, il me dit hey, je suis dans la marde. J'ai besoin d'un montant d'argent. Ça va pas. Beaucoup de monde dans la marde parce que, tu sais, un salaire de 70 000, c'est vraiment un salaire maintenant de base pour être capable de...
Tu sais, mettons, même si ton conjoint, regarde, mets 140 000, 2 enfants. Chris, il n'y a pas longtemps, là, vraiment, il n'y a pas longtemps, là, pas tant que ça, là, c'était considéré comme un revenu familial de famille moyenne supérieure. Et tu avais une vie en conséquence. Là, en ce moment, beaucoup de monde dans le trouble, et pas des gens qui ont des problèmes de consommation, des problèmes de jeu, il y en a. Mais je veux dire, il y a du monde qui n'arrive pas. Il y a du monde qui n'arrive pas parce qu'à cause des coûts excessifs que tu viens de donner là, qu'on accepte surtout, là, en passant. Le remorqueur, ce qu'il me disait, c'est que ce qu'il observe, lui, depuis un bout, puis là, évidemment, comme je vous disais, il était vraiment fin, il était super cool, le monsieur. C'était un péquiste, fait que vous allez voir la twist que lui donne à ça. Mais il dit que ce qu'il observe depuis un bout, là, depuis 2 ans à peu près, il dit de plus en plus, on remorque des automobiles dans la cour des gens. Puis il dit, tu sais, c'est problématique parce que normalement, tu vas le porter au garage. Tu dis, dis-moi dans quel garage aller, on va aller le faire réparer. C'est pour ça qu'on remorque un véhicule. Mais là, on remorque direct dans la cour, puis les gens nous disent, parce que, écoute, j'ai juste assez d'argent pour payer le remorqueur, mais je n'ai pas assez pour payer le garagiste. Ouais, mais il faudrait que tu repayes un remorqueur éventuellement qu'un garagiste. Il dit, je le sais, je n'ai pas le choix. Je vais attendre d'avoir l'argent pour le garage avant d'amener le char au garage. Fait que tu pensais la difficulté financière dans laquelle tu es quand tu n'es pas capable de faire réparer ton char quand même. Mais il dit ça, c'est de plus en plus fréquent. C'est là qu'il a commencé son discours un peu sur l'économie, puis j'ai hâte que Trump nous foute la paix puis tout ça. Fait que c'est là que j'ai découvert qu'il était vraiment péquiste. Mais lui, dans sa tête, faisait les liens entre les deux, là, mais en gros, t'es là, tu dis, Chris, il y en a qui ont de la difficulté financière pour de vrai. Tu sais, quand t'es rendu que tu te fais remorquer directement dans ta cour, là, en sachant que tu répareras pas le véhicule, là, c'est Simonac, c'est drôle un peu de voir les délais des médias traditionnels sur ce que nous, on parle depuis des années. Il est incroyable. Tu sais, aujourd'hui, là, on vient de réaliser que, d'ailleurs, PSPP a commencé. C'est quoi cette affaire-là? PSPP qui réalise que les écoles coûtent 7 fois plus cher. Moi, je donne des exemples de ça. Je l'ai déjà donné. Je l'ai vu il y a longtemps. Moi, j'ai une école high school en construction à côté de chez nous en Floride. 2000 étudiants. Puis, tu sais, je veux dire, ça n'a rien à voir au niveau des installations sportives, au niveau de tout l'alentour de la bâtisse, ça n'a rien à voir. 80 millions de dollars, 2000 étudiants. Les terrains de football, terrains de soccer, regarde, c'est des fairways de golf. C'est incroyable. Et 80 millions de dollars. 800 élèves de moins à Charlebourg, école secondaire aussi. 280 millions de dollars, pas d'installation sportive. Ça marche pas, là. Moi, je trouve que ça fait longtemps qu'on voit ça, là. Des bouts de rue, des bouts de pont, le pont de... et là, ils viennent de réaliser, regarde donc, Chris, un bras pour aider quelqu'un à se lever du bain dans la chambre de bain, 7 500 $. La vraie job, c'est une job à 700-800 $. Mais c'est ça à grandeur. Mais on a accepté ça comme société, comme individu. On a accepté ça comme société collectivement aussi dans les projets publics. Et là, on est fourré avec ça parce que what goes up, c'est pas vrai que must come down. Ça, c'est une toune. Il manque de compétition au Québec, c'est assez évident. Là. Ben oui, c'est sûr qu'il y a quelque chose, là. Ouais, puis c'est un peu ce qu'on jasait, moi, puis Yann, en privé, il y a une couple de jours. Tu sais, des fois, là, t'as du monde, tu demandes à faire un estimé pour un truc que tu veux faire chez vous, là. Puis tu le vois, là, que l'entrepreneur, il avait pas le temps de la prendre, la job, puis il t'a donné un prix en se disant, si le gars est assez cave pour dire oui, je vais en faire à ce prix-là. Mais moi, je pense qu'au gouvernement, ils disent oui quand ce truc-là arrive. Mais individuellement aussi, beaucoup l'ont fait en passant, Frank. Comment tu dis? Individuellement, beaucoup l'ont fait aussi. Oh oui, beaucoup l'ont fait parce que des fois, il y en a qui t'as moyen de le faire, tu sais pas trop comment ça vaut. Mais tu sais, je veux dire, n'importe qui a une maison ou qui a une propriété, tout ça, là, tu le sais, là. Tu fais venir quelqu'un, tu fais une soumission, puis l'autre, il y en a un autre qui arrive après, il est à moitié moins cher. Comment il peut pour ça que je fais tout moi-même, Master. Je fais tout moi-même, je veux rien savoir. Ben, c'est ça. Mais tu sais, même la mairesse de Longueuil, la péquiste, là, qui est partie du PQ, là, Catherine Fournier, elle le disait l'autre fois, elle dit c'est rendu que ça coûte 1 million pour une lumière de trafic. Mm-hmm. Là, ça, c'est des chiffres publics que vous pouvez voir. Là. Je me suis amusé à aller voir un peu dans des villes canadiennes. Si tu prends une des villes canadiennes les plus problématiques pour les coûts, ben, tu as Vancouver, mais tu as Toronto aussi. Toronto, peut-être c'est pas vrai ces chiffres-là, mais sur le site web de la ville de Toronto, ils le disent. Tu vas dans une section sur les coûts d'entretien et le budget de la ville, puis tu as une section Traffic Light, et c'est bien écrit dedans. Et eux autres, ils disent à Toronto, c'est entre 150 et 200 000.
dépendamment de si tu as à déplacer des tuyaux, d'électricité, des affaires de même. C'est ça. Là, tu dis comment, prenons, c'était entre 150 et 220 000. Mettons que 220 000, c'est le haut de la braquette, là. Ben, comment ça que nous autres, ça coûte 4 fois le montant le plus élevé qu'eux autres donnent? C'est déjà 220 000. Ben, déjà 220 000, c'est beaucoup, là. Ben, c'est pour ça que je disais ça. T'sais, si on l'avait regardé, on avait dit, ouais, mais le montant qu'ils donnent, ça n'a aucun sens. Tu dirais, j'en parlerai pas, là. Mais tu sais, que ce soit 4 fois un montant qui, en lui-même, est déjà spécial, parce que là, je me suis amusé. J'étais allé voir dans d'autres villes, puis t'as des villes, eux autres, ils disaient, c'est 80 000. Tu disais, t'as peu, là. Comment c'est qu'une ville, quelque part, ça peut être 80 000, puis nous autres, c'est 1 million? Tu sais, si c'était 50% plus cher, on n'en parlerait même pas. On se dirait, ouais, c'est le Québec, il doit avoir des particularités. Eux autres, c'est 80, nous autres, c'est 120 000, mettons. 80 000, 1 million. Ça marche pas. Ça n'a pas Puis quand tu le regardes d'une autre manière, ça prend 250 maisons qui payent des taxes pour payer une lumière de rue, là. Oui, c'est ça. Et là, l'histoire, mettons 4 000 $ de taxes. Mais ça prend 250 maisons, Calvas. C'est dur d'avoir cette discussion-là au Québec. Mais quand tu y penses en même, si ça n'a pas de style bon sens. Parce que là, regarde, on parle de ça, là. Il y en a des commentaires qui vont arriver, là, si jamais vous mettez cet extrait-là sur YouTube ou tout ça. Vous connaissez rien, c'est nous autres, c'est pas, tu sais, c'est toujours nous autres, c'est pas pareil. Nous autres, c'est différent. Nos routes sont différentes, nos écoles sont différentes. À un moment donné, tu te dis, mais excuse-moi, là, des routes, des écoles, des hôpitaux, des down, il y en a à grandeur de la planète. Puis c'est pas normal qu'à chaque fois que différent égale prix plus élevé. Parce que normalement, différent, ça voudrait dire aussi des fois que c'est moins cher en passant. Oui. Si on avait juste des différences aux autres, tu dirais, mais c'est différent, donc c'est moins cher. Oui, mais chaque place a ses affaires. Ben oui. Tu sais, l'école, quelqu'un me dit ça, ouais, mais ils n'ont pas à faire. Non, c'est pas vrai. Ils ont les normes pour les ouragans. Ils ont ensuite le fait qu'en été, il peut tomber un orage pendant une demi-heure, puis il tombe 6 pouces d'eau. Ils ont des astis de grosses patentes où ce que l'eau s'en va puis qu'il faut qu'elle soit dirigée vers des canaux, etc. Ils ont des coûts énormes reliés à ça. Donc, on a chacun nos bébites, mais on essaie toujours de se convaincre que nous, on est spécial, que nous, c'est toujours pas pareil. Hey, excuse-moi, là. Le pont La Porte, OK, j'étais joué au golf samedi matin. Le pont La Porte, la voie du milieu, là. C'est dangereux, Chris. Là. On est sur le grillage. Ça fait badang-badang. Le char veut sortir de sa traque quand il pogne ces affaires-là. C'est un point où c'est dangereux. On vient de réasphalter il y a 4 ans. On a payé un prix de fou. Ils nous ont dit, là, maintenant, la technologie qu'on a empruntée, là, ça va coller. Il n'y aura plus de problème. Chris, c'est arraché à grandeur. Donc, en plus de payer des prix de fou, en plus de le refaire trop souvent par rapport à ce qu'on devrait faire dans l'échéancier, ben Chris, ça marche pas. C'est toujours de la merde, c'est toujours de la qualité moindre que ce qu'on voit ailleurs. On peut bien être frustré, je vais le faire. Hey. Écoute, puis à un moment donné, je pense qu'on partage peut-être pas assez de vécu, vous allez dire, mais c'est quand tu expériences ces affaires-là, puis t'es là, tu te dis, ouais, mais crème, les amis, sortez de chez vous un peu, là. Faites de quoi? Vous allez vous rendre compte, ça fait pas de sens. Mais c'est pas grave. Ça coule comme sur le dos d'un canard, puis regarde ce qui s'est passé avec les élections fédérales. Moi, sérieusement, en fin de semaine, j'ai été flabbergasté. Tu sais, moi, qu'on arrive, puis elle bosse up, qu'on élit Mark Carney, puis tout ça. OK, parfait. Tu sais, je suis capable de comprendre. Les boomers voulaient ça. Puis OK, c'est beau. Tout est beau. Mais là, on s'est fait mentir en pleine face. Il y a personne de choqué matin. Non. Le gars, là, il arrive, il dit, moi, là, j'ai un beau CV, je sais compter. Pas de budget. OK, parfait. Après ça, le gars, il arrive, il dit, moi, là, Trump, là, m'a tenir tête. Vous allez voir, là, elbows up, en pleine face. Dans les chiclettes, Trump m'a tenir tête. T'arrives, tu dis, voyons, il me semble qu'il y a de quoi de bizarre. Il y a 2 pays dans le monde qui ont répliqué à Trump, la Chine puis le Canada. La Chine s'est ramassée avec un tarif de 145%. Puis le Canada, au Liberation Day, le 2 avril, il s'est rien passé pour le Canada. On est resté à 0% de tarif sur à peu près tout. Là, t'es là, ouais, mais Chris, on a répliqué. Comment ça qu'il s'est rien passé? Pourquoi qu'on n'a rien eu? Finalement, c'était tout fake, cette affaire-là. On se rend compte que le 16 avril, Carney a enlevé les tarifs réciproques, incognito, sans que personne le sache, et ce n'est publié dans la Gazette gouvernementale que le 7 mai. Oui, d'ailleurs, ça, c'était une chose à dire. Là. Tu viens de le dire, la date. Là, j'entends beaucoup de médias nous dire que le 7 mai, le gouvernement a enlevé les tarifs. C'est pas vrai. C'est 3 jours... C'est 3 jours avant le dévoilement de la plateforme financière du Parti libéral de Carney qu'ils l'ont fait. Ça veut dire que le 20 milliards qui est dedans,
Ils n'existent pas et ils le savent. Puis ça, puis pendant le débat, je veux dire, ils faisaient les débats, ils savaient qu'ils allaient l'enlever. Puis ça, c'est en étant généreux quand on met le 16 avril comme étant la date fastidieuse ou fatidique. Là. On est très généreux parce que la réalité, moi, je pense que c'est bien avant le 2 avril que ça s'est décidé. Parce que c'est pas vrai que Donald Trump réplique pas au Canada sans savoir lui-même que c'était fake, les tarifs. Parce que la Chine et le Canada, là, les deux, on a répliqué à Donald Trump. Oui. Et on est les seuls qui ont été épargnés. Pourquoi? Oui. Parce qu'il savait, là. Trump le savait que c'était pas vrai, les tarifs. Carney n'a jamais eu mais là, je veux savoir qu'est-ce que vous pensez de ce qui est arrivé behind the curtains, à l'arrière des rideaux, qu'est-ce qui est arrivé? Okay. Est-ce que, je vous pose la question, moi, ce que je comprends, c'est que il y a des gens à l'intérieur de la machine qui sont probablement proches des libéraux et qui ont dit, on va tomber comme une roche, OK? Voici notre handicap économique en ce moment. Si on rajoute ça, c'est le tipping point. On s'en va et tu vas avoir un 4 ans de marde, mais de marde. Il faut que tu l'enlèves là. Ouais, mais je peux pas, je vais attendre après l'élection. Non, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, les détaillants vont monter le prix. Ils ne baisseront pas quand on va l'enlever, etc. Ça va faire la marde que ça va faire. C'est là que tu l'envoies. Mais les gens vont voter pour moi avec ça. Ils pensent que c'est envers Trump. J'ai l'air de elbows up. J'ai l'air de quelqu'un qui se tient devant Trump. Je peux pas annoncer que je les enlève là. Annonce-les pas. Fais ce que tu veux. Mais il faut que tu les enlèves right fucking now. Ouais, il s'est passé de quoi, là? Ben, ça, Ouais, vas-y. Anna. Ben, puis Trump a exigé ça aussi à quelque part dans l'équation. Ah, c'est sûr que oui. C'est sûr que, tu sais, Trump, il a été très... Moi, je m'en rappelle, je veux dire, je l'ai écouté son discours de Liberation Day, puis c'était bien clair ce qu'il disait. Répliquez pas, parce que j'allais pas aimer ça, là. Répliquez pas. Christy, le Canada avait répliqué. Officiellement. Officiellement. Mm-hmm. Ah ouais, voilà. Non, c'est ça, officiellement. Mais là, il se passe quelque chose de bizarre dans ce pays-là, là, parce que, tu sais, si vous regardez les 3-4 affaires que Carney a faites depuis qu'il a été nommé et ensuite élu premier ministre, là, c'est toutes des affaires qui sont, entre guillemets, anormales comme procédure au Canada. Canada, c'est un système de parlementaire britannique, t'es supposé d'être en chambre, déposer des projets de loi, c'est voté, c'est amendé, c'est tout ça. Là, on a 3 affaires. 1, ils mettent des contre-tarifs sans passer par la Chambre et ils les enlèvent sans passer par la Chambre. Il n'y a jamais eu de vote, il n'y a jamais eu de débat, il n'y a jamais eu rien. La Chambre, elle ne siège même pas. 2, ils... Elle ne siège pas depuis le mois d'octobre, à peu près. 2, ça fait 157 jours. Ils suspendent / abolissent, on ne sait plus trop, la taxe carbone sans vote aussi, sans budget. Et là, la dernière affaire, c'est qu'ils nous annoncent en signant un document bâtard, une autre fois, qui est une affaire qui n'existe pas, qu'il va avoir, à compter du 1er juillet, une baisse d'impôts pour, en tout cas de je ne sais plus combien, pour la classe moyenne. Ça non 1%. plus. Au Canada, les baisses d'impôts, puis au Québec, ça s'annonce dans des budgets ou des mises à jour budgétaires. Ça s'annonce pas et chose sur laquelle le Parlement doit voter. Tu votes sur un budget. Si dans un gouvernement minoritaire, si le budget passe pas, tu tombes. Lui, il est au bout d'une table, il signe un papier, ça y est, voilà, c'est fini, on a une baisse d'impôts. Mais ça existe. En fait, on dirait qu'on est dans une pièce de théâtre. Leur méthode de fonctionner depuis l'arrivée de Carney, ça existe aux États-Unis, ça, avec les executive orders, mais ça n'existe pas au Canada, ça. Puis on devrait le savoir pourtant, parce que regardez qu'est-ce qui s'est passé avec les gains de capitaux. Trudeau avait voulu faire ça passe-passe avec les gains de capitaux, puis augmenter ça de 50 à 66% à l'inclusion. Mais il y a eu... Ça n'a pas été voté. Ça n'a jamais été voté, cette affaire-là, parce qu'il y a eu une démarche conservatrice. Je ne sais pas comment ils ont fait leur compte, mais ça a été retardé, puis retardé, puis retardé. Ils n'ont jamais été capables de voter ça en bout de ligne. Et comme ça n'a pas été voté, ils ne voulaient pas l'appliquer. Là, un moment donné, l'Agence de revenus est sortie, puis elle a dit, ben là, on va l'interpréter comme si, ben, on va l'appliquer finalement parce que l'intention de... 2 semaines après, en douce, ouais, OK, finalement, on l'applique pas. Puis on n'en parle plus, puis ça reviendra plus jamais, tu sais. Et t'es là, tu dis, Chris, c'est un shit show d'un an et demi. C'est parce qu'il y a des gens qui ont pris des décisions fiscales par rapport à ça. Il y en a qui ont vendu des entreprises par rapport à ça. Il y en a qui ont vendu des blocs appartements par rapport à ça. Ah oui. Oui, vous autres, gang de clowns, vous autres, la gang de clowns, faites ça à peu près n'importe comment, sans respecter aucune procédure, puis en way go, vogue la galère. Là, Chris, on commence à ressembler à une république de bananes, puis il n'y a personne qui lève de flag à nulle part. Là.
Tu sais, je veux dire, le document que Frank il dit, là, il y a quelqu'un des conservateurs qui l'a imité, puis que c'était vraiment drôle. Là. Il a signé une feuille blanche, je me dis, ça vaut rien, cette feuille blanche-là, mais je la signe, tu sais, puis... Mais à un moment donné, t'es là, tu te dis, Chris, y a-tu quelqu'un qui va se rendre compte que les décrets gouvernementaux, ça existe, mais sont signés par le gouverneur général au Canada? Là? Pouvez-vous arrêter de niaiser, esti? Ouais. Le gars, il déteste tellement Trump, il va tellement se tenir devant Trump que tout ce qu'il cherche à faire, c'est le limiter. Mais même, t'es pas dans un système présidentiel. Là. Non. Ben, tout ça est une espèce d'écran de fumée pour envoyer à la population l'image que le premier ministre il est en charge, il contrôle ce qui se passe, c'est lui qui prend les décisions. Or, on le sait que c'est pas de même que ça marche. Mais nous autres, on le sait, mais est-ce que les gens qui regardent pas trop ça le savent ou ils voient ça puis ils se disent « Ah, Chris, lui, il met ses culottes, il signe les papiers, puis regarde, pas de temps de... Lui, il niaise pas comme Trudeau. Quand c'est le temps, il signe le papier, puis c'est de même, ça marche. » Ouais, mais c'est pas de même, ça marche au Canada. Tu sais, jamais... Alors, peut-être on pourrait argumenter et dire on aimerait ça que ça marche de même, que le premier ministre ait des ordres exécutifs comme aux États-Unis qui peut enligner des changements puis ça vaut tant que le Parlement siège pas. Mais ça jamais, tu sais, c'est pas de même, ça marche. Là. Puis on vit dans cette culture-là du fake qui est hallucinante. Là, présentement, on essaie de nous faire croire que Alex Boissonneau est un gars de centre-droit. Mais le gars, en 2016, tripait bien gros sur Cuba puis Fidel Castro. Je veux dire, tu sais, à un moment donné, tu peux pas, là. C'est parce que Fidel Castro, là, c'est un extrémiste de gauche. La gauche peut pas être d'extrême. Oui. Quand tu es à la tête d'une dictature pendant 50 ans, je pense que le mot extrême gauche peut être utilisé. Là. Je pense que j'ai la permission de faire ça. Là. Ouais, puis lui, c'était un communiste. C'était pas communiste pour dire un insulte. C'était un vrai communiste. Pourquoi les autres, ça les... Mais le plus drôle de cette gang-là, là, puis moi, ça m'a pas viré à l'envers, cette affaire-là. Premièrement, c'est pas une surprise pour moi. Moi, j'ai l'impression que la majorité des journalistes puis beaucoup de politiciens sont tous des genres de fanatiques de ce genre de leader-là. Mais c'est drôle de les voir capoter pour Trump. Ils nous cassent les oreilles comme de quoi que Trump est un danger pour la démocratie américaine, pour la démocratie même quasiment mondiale d'un pays important, le pays le plus important du G7, etc. Alors que cette gang-là tripe carrément sur cette forme de leadership-là. Est-ce que ça vous a vraiment surpris, ce genre de screenshot-là? Est-ce que on n'était pas surpris? Non, mais c'est moi, le fait qu'il trippe sur Castro en 2016, honnêtement, ça me passe quand même pas mal 10 pieds par-dessus la tête. Là. Je veux dire, c'est pas le premier au Québec. Non. Ce qui me gosse, c'est que PSPP est au courant de certaines choses. PSPP, ce qui est au courant, c'est que les idées de centre-droite, puis de ménage administratif, puis faire du ménage en fonction publique, il est tout au courant que c'est des idées populaires présentement. Il est au courant qu'avoir une image de centre-droite dans la population, là, c'est quelque chose qui fonctionne au point de vue électoral. Carney l'avait compris aussi, by the way, c'est pour ça qu'il volait toutes les idées des conservateurs. Mm-hmm. Mais ce qui commence à être insultant dans toute cette histoire-là, puis ça, c'est directement la population qui est responsable et qui est fautive ici, là. C'est Chris, si vous aimez les politiques de droite ou de centre-droite... Là, votez pour un gars de droite, je vois le vert. Chris, ça vous tente pas de voter pour quelqu'un qui a ces idées-là depuis 25 ans? Et non pas quelqu'un qui a toujours dit le contraire de ça, puis que là, pour se faire élire pendant une courte période de temps, va dire vos idées pour que vous soyez gentil. Puis, tu sais, je veux dire, si vous voulez des politiques de droite ou de centre-droite réellement, là, va falloir élire des politiciens de droite ou de centre-droite. Éric Duhaime, Pierre Poilievre, that's it. Bon, c'est clair, c'est écrit là. Ouais. Ils n'en veulent pas. Ils veulent les idées, mais pour des raisons... Parce que les politiciens... Regarde, j'ai lu en fin de semaine Le Devoir, là. Le gars de Québec 125, je pense, dit ouais, ça a l'air d'être parti dans Arthabasca pour Anybody but Duhaime. Après ça, Jean-Marc Léger dans le Journal de Montréal. C'est ça. Vous savez, les gens aiment les idées de droite de plus en plus, mais n'aiment pas le chef du Parti conservateur, Éric Duhaime. C'est une spin, là. Ça, c'est la spin du groupe Facebook, là. C'est du groupe Messenger ou du groupe Telegram. Chris, ça marche. Mais c'est là où je te rejoins. C'est le monde, ultimement, là. Puis, tu sais, il va falloir que ça change parce que, en plus de ça, vous sanctionnez même pas les politiciens quand ils vous mentent en pleine face dans la campagne électorale et même pas... on est le 20 mai. L'élection a eu lieu le 28. Ça fait même pas un mois. Ils back sur tout. Carlos Leitao, là, ça nous a été vendu comme étant le gars de l'austérité fiscale, le gars qui allait mettre de l'ordre dans la baraque libérale. Il y a des gens qui auraient pu croire à ça. Là. Il n'est même pas sur le Conseil des ministres. Mais même pas là. Ouais.
Là, il y a des gens qui s'imaginent toutes sortes de scénarios, genre, ouais, c'est parce que là, il pouvait pas tasser Champagne tout de suite, fait qu'il va le laisser se casser les dents sur une première mise à jour, puis ils vont le mettre à la porte pour mettre les towers. Tu sais, ça devient un pose d'échec en 3D, là. Non, ben c'est ça. Moi, je regarde ce monde-là, puis je suis pas sûr qu'ils ont tant des stratégies si élaborées que ça. Là, moi, je pense que le gars, il ménage le chef, il le choue, puis il place son monde, puis il y en a qui pouvaient tasser, puis il s'est permis de le faire, puis les autres, c'est dit, ben regarde, je suis pogné avec l'ancienne gang, puis ça va être eux autres. Là. Ils n'ont pas le choix de composer avec ça. Mais tu sais... on a tout un numéro pareil quand on y pense. Tu sais, Carney, c'était un esti numéro, là. Tu sais, pas mal. Moi, j'ai capoté en fin de semaine, là, la patente de se joindre à la Grande-Bretagne avec la France pour commencer à donner un coup de jarnac à Netanyahou, puis après ça, de voir que même le Hamas fait un communiqué officiel, en tout cas, à moins que ce communiqué-là soit fake, là, mais pour remercier les 3 pays de se tenir devant... Voyons donc, d'où ça part, ça? Ça n'a même pas été un sujet de la campagne électorale, cette affaire-là, zéro, là. Ça, c'est les vraies affaires qui l'intéressent, by the way. Lui, là, il veut pas être premier ministre canadien pour s'occuper des Canadiens. Il veut être premier ministre canadien pour avoir sa voix avec les Européens à la table des nations. Puis il veut... Tu sais, c'est la politique mondiale et mondialiste qui l'intéresse. Oui. C'est ça qui l'intéresse. Le reste, je suis pas sûr que tu vois, ça n'a même pas l'air. Ça n'a pas l'air d'être tenté tant que ça d'être là. Il est là pour l'international puis les relations puis tout, mais siégeant en chambre, là, regarde, tu vois qu'ils n'ont pas l'air pressés d'y retourner. Mais c'est ça qui est drôle, comme tu disais, Jeff, tantôt. On a des articles de journaux pour nous dire hey, ça n'a pas de bon sens aux États-Unis, là, le Congrès et le Sénat font pas sa job, alors que Trump il était assermenté en février. Nous autres, le Parlement canadien est en break depuis genre octobre, novembre passé. Il n'y a rien qui se passe. Ils partent en vacances, là. Donc, c'est sûr que ça ne rentre pas là. Mais on va avoir eu genre 1 an quasiment de Parlement absent, avec toutes sortes de décisions qu'on nous dit qui sont cruciales pour même l'avenir de la nation, que notre souveraineté est en péril, tout ça, puis le Parlement n'est pas là. Tu te dis, ben là, ça va dessus, là. Il me semble que c'est... Il n'y a pas un média qui en parle. Il n'y a pas un média qui parle de ça. En fait, non, c'est pas vrai. Là, ce qu'on sent aussi au niveau des médias, là, c'est qu'en fin de semaine, on essaie de se refaire une virginité. Même à CBC. Là, on veut se refaire un hymen. Là, on est vraiment dans la situation où est-ce qu'on se dit, ben là, on va peut-être l'avoir pour 3-4 ans. Fait que là, il faudrait être comme un peu pas fin, là, montrer qu'on est neutre et indépendant là, pour pouvoir lui relicher le cul à la prochaine campagne. Ouais, ben comme ils sont toujours 3-4 ans, c'est ça que tu disais tantôt, Jeff, là, par rapport à... ils sont toujours sur des mêmes sujets qu'on a parlé, mais plus tard. Là, on est en mai 2025, puis ils viennent de s'apercevoir que Biden, il manquait un bardeau. Ouais. Tu disais, on parlait de ça, je me rappelle, je venais à Radio Pirate, c'était même avant la COVID. Là. On parlait de ça des primaires démocrates de genre 2020. 2019-2020, on disait, ouais, dans le débat des primaires, et maintenant, il parle de Beau Biden, mais il dit qu'il est mort en Irak. Là. Le gars, il est bien raide. Là. Son fils est mort en 2015. Puis c'était pas en Irak, c'était dans un hôpital du Maryland ou quelque chose de même. Le gars, on voyait déjà des signes très bizarres, même dans la première, dans sa campagne contre Trump, où il sortait pas trop. Le gars restait c'était un peu le cliché. On disait, il fait une campagne dans son sous-sol. Exact. Puis on voyait déjà des signes, mais tu sais, 2023-2024, là, c'est vraiment là où tout explosé, qu'on a eu le rapport du Special Counsel qui devait l'enquêter pour les documents dans ce qui était chez eux au Delaware, puis que le gars est sorti, c'était même une il y a 1 an et demi dans le Wall Street Journal en front page, que il décrivait comme un vieil homme avec une mauvaise mémoire, dans lequel on disait, on a essayé de l'interroger, ces documents, mais il ne se rappelle plus de rien. Puis là, grugé par le cancer depuis probablement une dizaine d'années, alors que toutes les prises de sang vont te montrer que, rendu à un certain stage, que tu as ce cancer-là. Donc, probablement caché par tout l'entourage. C'est minimum 3 ou 4 ans minimum. Pour s'attaquer aux autres. Rendu à stage 9, là, c'est même plus que ça, d'après le médecin. D'après le médecin qui écoute, a interrogé à MSNBC, qui en a vu d'autres, c'est un oncologue. Il a dit que c'est impossible que ce soit pas au-delà de 4 ans rendu à ce stage-là. Donc, beaucoup de manipulations, mais ça prouve il était peut-être même condamné avant d'être élu. Exact. Mais ça prouve ce qu'on dit quand tu parles, Yann, des podcasts, puis on va en parler de les deux, là, mais Yann, la dernière fois, c'est toi qui en as parlé. Tu sais, il y a
les médias traditionnels, au-delà de leur situation au niveau technologique où ils sont par rapport à ce que les gens sont aujourd'hui, puis il y a une débandade totale de la part. Puis là, on le voit, ils essaient de se racheter sur un paquet de sujets. Là. Les pipelines. Regarde, on dirait quasiment qu'ils sont rendus nos alliés, mais tu sais, c'est une farce. Là. On sait qu'il n'y a rien de vrai là-dedans. C'est parce qu'ils voient que le vent est en train de tourner de bord. Mais pour les podcasters, pour, je dirais même certaines plateformes comme X, etc., les gens vont découvrir de plus... Je parle pas des boomers de 80 ans, là, mais je parle de gens, mettons, 35 ans, 40 ans, 45 ans. Eux autres sont en train de s'apercevoir jour après jour, sur à peu près tous les sujets, que finalement, ce qu'ils voient dans le média traditionnel, ce genre de bullshit-là, il me semble que j'ai entendu un podcaster dire ça il y a 1 an. Me semble que j'ai vu ça par quelqu'un sur X il y a 6 mois. Dans sa tête, de plus en plus, les médias traditionnels, c'est même plus juste une question de démo, là, c'est une question de crédibilité pure, puis probablement même au niveau compétence-incompétence. Mais c'est grave, là. Tu sais, je veux dire, toutes les affaires que vous avez nommées, là, la santé de Biden, ce qu'on a vu avec Boissonneau, ce qu'on a vu, toute la... oui. Le décret est publié le 7 mai. Oui. Mais quand est-ce qu'on l'apprend? Quand Sylvain Charlebois partage ça sur X en fin de semaine, qui, lui, s'est abreuvé de Bloomberg, qui, eux, se sont abreuvés d'un organisme qui s'appelle Oxford, quelque chose que j'oublie le nom. Radio-Canada, CBC, 1,4 milliard. Voilà. C'est quoi vous avez fait, vous autres, pour me manquer? Parce que Sylvain, lui, le Food Professor, je pense qu'il l'a sorti jeudi, je me trompe-tu? Je pense que c'est ça, oui. Jeudi. Puis là, ben, je sais parce que je n'ai parlé, je fais un solo le vendredi matin, puis je n'ai parlé vendredi, puis il avait déjà la nouvelle. Puis ça leur a pris du temps à réagir. Ça a pris un 24-36 heures encore. Mais pourquoi c'est un média américain qui m'informe sur ma politique canadienne? Ben, parce que probablement que le gars qui travaille pour Bloomberg au Canada, à partir de chez eux, ben, c'est un gars comme nous autres. C'est un gars qui est un freelancer. C'est un gars qui fouille et qui travaille pour être capable de payer son char et amener de la bouffe sur la table. Donc, il travaille. C'est bien compliqué. Dans les médias ici, il y a juste Sophie Thibault qui dit vrai. Là. Ah ouais. Ben, c'est pour ça qu'ils l'invitent au Parlement. Là. Ils vont la décorer pour ça. Là. Moi, je trouve que c'est pour sa franchise. Ben, pour sa grande franchise. Ça, c'est la... Regarde, c'est parfait. Ben, merci. C'est le genre de finalité de ce qu'on vient de dire là. C'est en principe, quelqu'un qui est de 40 ans à TVA sur une grosse tribune avec la grosse chaise, tous les politiciens devraient l'haïr. Mais c'est sûr. Ah, ben oui. Moi, je pense pas qu'en Grande-Bretagne, Piers Morgan va être... remarque bien qu'il est proche de la famille royale. Je viens de me tromper. Mais en principe, quelqu'un qui a une vraie carrière de journaliste, c'est un brosseux de marde. Donc, il ne peut pas être aimé des politiciens. On a-tu honoré Michel Hébert? Zéro. Il est parti dans l'indifférence totale parce que lui, c'était un des seuls qui était contre mettons un exemple actuel de ce que tu dis, parce que je pense que de temps en temps, il swing dans le vide, mais de temps en temps, souvent, les textes sont quand même bons. Là. C'est le gars de Michel Girard, là, qui écrit dans le Journal de Montréal. Lui, tu voyais que Fitzgibbon est laïssant. C'est tous les jours, il commente en dessous. C'est pas vrai ce que vous dites. Puis là, récemment, il a sorti un autre article, puis Éric Girard le retweet en disant « Vous mentez, c'est pas le bon indicateur, on s'est enrichi par rapport aux autres. » Moi, c'est ça que je m'attends de voir, que les politiciens sont censés de les haïr puis de les accuser en permanence, ils disent pas la vérité. Oui. Quand un politicien écrit un message Facebook pour dire « Hey, lui ou elle, là, quel être incroyable. » On se rappelle des bons moments. Non, t'es pas supposé, quand tu penses à ces gens-là, te rappeler des bons moments. T'es supposé dire hey, elle, non, c'est un big fail. À chaque fois que j'avais affaire à elle, je shakeais dans mes comme culottes. Artisan de l'information, d'être accueilli au Parlement, d'avoir un prix, si tu te rends pas compte que c'est un cadeau que tu n'es pas supposé d'avoir, t'as un bug, là. T'as vraiment un bug. Puis en passant, t'as raison, la gang du Journal de Montréal, parce qu'on est dur avec le Journal de Montréal, puis avec raison, là. Mais la gang de la section économique, c'est eux qui font le meilleur job de toutes les patentes que Québécois produit. OK? Donc, on connaît David, qui est un de tes chums, Yann, qui est dans l'équipe. Ils sont pas nombreux, là, mais ils font une bonne job. Si le reste du journal était comme eux autres, on aurait peut-être de quoi, ou ce qu'on aurait des idées plus conservatrices qui pourraient aller au bout de la patente, que le monde finalement comprenne que les idées conservatrices égale Éric Duhaime, égale Pierre Poilievre. Ouais,
Juste que les Québécois, genre, à un moment donné, t'es là, tu dis, on va honorer cette grande personne, Sophie Thibault, là, t'es là, tu dis, elle lit des feuilles. Paye même pas bien. Je suis pas capable, là. Je suis pas capable de ce bout-là. Tu peux pas me dire que j'ai affaire à un être exceptionnel quand il y a un téléprompteur, là. Elle est pas bonne. Que ça n'a pas de grève. Au-delà de ça, je veux dire, sacrifice, c'est pas elle qui écrit le texte, pas elle qui a produit l'information. Les histoires qu'elle vous raconte, parce que c'est une raconteuse d'histoires, c'est sur un télésuffleur. Pas elle qui les a produites. C'est sur un télésuffleur. Tu sais, je veux dire, pouvez-vous honorer la personne sacrément qui a écrit le texte, Calvas? Tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est cette personne-là. C'est tout symbolique, comme le reste. C'est symbolique. C'est un symbole. On est dans le symbole. On est tout le temps dans le symbole. Le Québec au grand complet n'est que dans le symbole. Puis c'est exactement la raison pourquoi on vous présente Alex Boissonneau comme un candidat de centre-droit. Parce que si on vous dit centre-droit, vous êtes là, enfin, ils vont faire du ménage. Je suis prêt à voter pour lui. Yes, enfin, monsieur. Je vous pogne quelques minutes avant de partir là-dessus sur Boissonneau. Puis, parce que je sais que Éric tient absolument. J'ai changé avec Éric en fin de semaine. Éric, j'étais complètement déconnecté. Je faisais un petit peu de réno chez nous. Puis, je prends mon téléphone hier. Puis, je vois qu'Éric m'avait écrit, m'avait dit, j'ai un crise de bon candidat contre moi. Il m'envoie la photo. Puis, je dis, wow. Puis là, je regarde ça. Puis, moi, j'étais comme toi, Yann. Je ne vais pas virer à l'envers, là. Mais tu sais, c'est un atout de plus pour montrer comment qu'on ment. Mais moi, contrairement à ce que vous avez dit tantôt, moi puis, je pense qu'on te l'avait dit la semaine passée, mais moi puis Jérôme est de plus en plus sûr que PSPP est plus fling-flang qu'on pense. Ben oui. Moi, j'ai un peu de misère à croire que le due diligence a été fait. Puis moi, c'est un peu ce que je disais à Eric hier. Moi, ça en dit beaucoup sur PSPP. On a discuté quand ça a sorti cette affaire-là. Mais là, la preuve supplémentaire, on a affaire à... Puis tu sais, la crise de Bacon, là, quand il était à la conférence, puis il envoyait les bras dans les airs comme un bébé gâté, comme un enfant roi. Là. Ouais. Ce gars-là n'a pas l'accord... Je comprends qu'il a son diplôme d'Oxford. Je comprends que c'est un gars de droit. Je comprends qu'il y a des affaires... Mais le reste, il l'a pas pantoute. Il l'a pas pantoute. Puis moi, je pense qu'il s'est fait complètement enculé dans l'histoire de Boissonneau. Jamais il aurait présenté ce gars-là s'il savait tout ce qu'il savait. Je pense qu'il nous a même menti en nous disant qu'il savait. C'est pas vrai qu'il savait. Il n'y a pas de misère à mentir, ça, on le sait. Ça, c'est sûr. Puis, tu sais, côté jugement, mettons que c'est quoi la plus grande accusation qu'on fait envers la base militante péquiste, généralement? Parti de Boomer. Ben, ils ont publié une photo récemment. C'est assez spectaculaire, là. Tu vois les membres à l'avant de la photo, qui sont des gens qui sont rémunérés par le parti. Et tu vois tous les gens en arrière. C'est un gros selfie qu'ils ont fait, super cool, tout. Rien que des boomers. Oui. Là, t'es là, trouve un moyen de décoller de l'histoire qu'on te répète over and over. Mais pourquoi vous faites ça? Je veux dire, votre côté marketing, vous faites juste confirmer sans arrêt ce qu'on dit tout le temps, mais c'est nous autres, les crosseurs, qui mentent tout le temps. Ouais. Puis on n'arrête pas de dire aussi, puis je pense que c'est le constat que bien du monde ont dans la population. Les gens ont plus confiance, ou de moins en moins confiance aux médias. Il y a une crise de crédibilité là-dedans. Pourquoi? Essentiellement parce qu'on voit qu'il y a un vase communicant entre le politique et le journalistique. T'sais, Martine Biron la dernière fois, mais Mathieu Lacombe, en nommez-les toutes. Là. Dans la CAQ, il y en a la moitié pour moi là-dedans, quand c'était soit des présentateurs de nouvelles ou des gens des médias avant de se rendre en politique. Ben, à un moment donné, moi, je pense qu'ils ont assez pigé, là. On dirait que maintenant, un bon candidat, c'est quoi? C'est quelqu'un qui était à Radcan, c'est quelqu'un qui était à Cogeco, c'est quelqu'un qui était... Un moment donné, allez-vous arrêter de piger? C'est parce que vous nous faites à croire qu'avant hier, il était neutre et objectif, puis là, à matin, ils sont rendus partisans puis péquistes. Non, la politique, c'est rendu une game d'ex-gars de médias ou de filles de médias. Là. Moi, je trouve que ça commence à être gênant, là, puis je veux pas empêcher à ces gens-là de se présenter en politique. Ils font ce qu'ils veulent. Mais moi, ce que je dis, c'est que moi, si j'étais chef de parti politique, j'essaierais de pas trop en avoir. C'est surtout dans une élection générale, tu dis qu'il y en ait 1 sur 2 sur 125, c'est tel que tel, mais dans une partielle, tu avais l'embarras du choix des gens qui voulaient se présenter pour toi. Pourquoi tu es allé en prendre un qui avait qui a un ancien passé d'extrême gauche et de 2 qui est un journaliste ou en tout cas un membre des médias? Tu sais, ça coche 2 cases problématiques, à mon avis, dans la tête de la population. 1, passé douteux, puis 2, encore quelqu'un des médias. Ça, c'est comme trop, là. C'est comme trop. Tu as raison. Tu dis, c'est too much. Là. Les gens, ils veulent
ce qu'on voudrait, c'est redonner confiance aux gens, un, dans la politique, puis deux, en disant que non, c'est pas vrai que les médias sont tout le temps biaisés, puis corrompus, puis tout ce que vous voulez. Chris, le gars, il animait son émission le jeudi, puis ou le mardi, puis 3 jours après, il est candidat du PQ. Comment tu peux penser que l'information était traitée de manière neutre? Non, c'est clair que non. C'est clair que non. Hey, dernière affaire avant de vous laisser aller. La patente... Vous avez parlé tantôt là, des gens qui font pas le lien entre leurs idées. Moi, j'ai toujours vu ça. Pour moi, la plus belle preuve de ça, c'est les régions bloquistes. Des gens qui vivent en républicain, qui ont une vie de républicain. Ils ont un côté nationaliste, mais je veux dire, à part ça, c'est pas des gens qui vivent de gauche. C'est vraiment des gens beaucoup plus conservateurs qui le pensent. Mais ils ne voteront jamais conservateurs de leur vie. Ils votent bloc pour les raisons qu'on connaît. Donc, moi, je pense que ça, les Québécois, là, les affaires qu'on amène, quand il arrive justement une crise, même d'un coup, les pipelines, là, ça marche. Mais dans le fond, les pipelines, ils n'ont jamais été contre. C'est juste qu'ils se sont fait dire d'être contre, puis ils avaient juste peur d'être exclus de la gang. Ouais. Donc là, aujourd'hui, ils peuvent se dire, hey, là, j'ai envie de dire que j'aimais les pipelines. Mais est-ce que vous pensez que il va falloir pour monter le step futur soit même le fédéral en passant, là, mais restons provincial, pour le Parti conservateur, est-ce que, mettons, il arrive de quoi, Éric? Éric dit, gars, je suis rendu à bout de nerfs, j'ai fait ma patente au cœur, je fais cette campagne-là. Ça passait proche récemment. Ça passait proche, on ne sait pas. Tu sais, mais arrive un changement. Est-ce que vous pensez que ça va passer par un candidat beaucoup plus modéré que, mettons, Éric ou nous? Nous, on est moi, je pense qu'on est dans les plus conservateurs du Québec. Éric fait partie de notre gang. On est très, très conservateur. Il n'y a rien d'extrême là-dedans, là, mais pour le Québec, on est très, très conservateur. Est-ce que le Québec, si un jour le Parti conservateur veut monter, parce que tu sais, je regardais les sondages, je me disais, c'est pas normal qu'on soit à 13 %. Quand tu regardes les idées qui sont débattues, quand tu regardes la patente, ils sont à part complètement. Ils ne peuvent pas être à 13, ils devraient être à 20, 21. Mon Dieu, là, en plus, il arrive Rodriguez là-dedans. Là, si Rodriguez arrive, il monte à 31. Moi, je comprends rien dans la patente. Donc, est-ce que ça prend pour les Québécois un genre de candidat mou un peu, genre Olivier Primo qui arrive une journée conservateur, une journée libérale, une journée je suis progressiste, une journée je suis en crise après le gouvernement. C'est pas ça que à la base, le problème des conservateurs, il n'est pas là de toute façon. C'est pas le candidat ou le type de candidat tant que ça. Le premier problème, c'est qu'on a 5 partis. Fait que déjà là, ça c'est sacrément problématique. Ça, le Québec doit régler ça. Fait que la première étape dans ça, c'est se débarrasser de la CAQ complètement. Normalement, ça aurait dû être fait avec le PQ à la dernière élection. Le PQ aurait dû disparaître, puis la CAQ être le vrai parti nationaliste. Mais bon, c'est un des deux, il faut qu'il sac le camp. Ça, c'est la première chose. Il y a un de ces deux partis-là qui doit partir. La deuxième étape, c'est qu'il y a un des deux partis entre les libéraux et Québec solidaire qui doit partir aussi. Parti fédéraliste de gauche, là, il y en a 2. C'est assez. Ouais. On peut-tu ramener ça à 3 partis politiques, un peu comme au fédéral, puis même idéalement à 2? Dans ce contexte-là, il y a des choses qui peuvent arriver. Deuxième des choses, pour que les pourcentages bougent, il faut que la population qui a un vote monolithique s'en aille. Puis, tu sais, moi, je suis pas capable de m'imaginer un contexte dans le futur où est-ce que les boomers vont recommencer à voter pour 2 partis en même temps. Ça arrivera plus, ça. Ils sont tellement tous plugués ces mêmes nouvelles qu'ils vont toujours voter pour un bloc monolithique, peu importe lequel. Ça peut être libéral, puis ça peut être péquiste. On l'a vu dans les sondages. Ils sont prêts à voter pour n'importe qui, mais ils vont voter tous ensemble pour la même personne. Fait que ça va disparaître dans 10 à 12 ans, à peu près. Oui. Fait que tu sais, il y a plusieurs choses qui sont en place. Tu sais, pour vrai, là, ce qui a retardé beaucoup le mouvement au Québec, c'est l'interruption qu'il y a eu entre l'ADQ et le Parti conservateur d'Éric Duhem. Le bout de temps où est-ce que la CAQ a occupé l'espace puis a occupé nos votes, ça a été du gros sur place puis une grosse perte de temps pour tout le monde. Fait que ça, c'est à éviter absolument. Fait que quand tu parles de candidats mous, tout ça, on voit que c'est ce type de candidat-là qu'on a eu avec François Legault. Parce que si on suit vraiment l'histoire... On est obligé de dire... Ou mettons que Legault est remplacé par Mario Dumont. C'est le genre de gars un peu mou, ça conservateur. Va retarder le processus. Ouais. Parce que si on veut être vraiment honnête, là, les chefs qui représentent nos idées là, dans l'ordre historique des choses, c'est Mario Dumont, c'est François Legault et finalement Éric Duhem. Oui, c'est des noms de partis politiques différents. C'est 3 partis politiques différents, mais c'est les mêmes idées à un moment donné.
Puis le gars qui a nuit le plus dans les trois, c'est définitivement François Legault. Ce gars-là a usurpé l'identité pour se faire élire. Oui, il a fait semblant qu'il était un conservateur. Il a bénéficié de la vague de fonds qui avait été construite par l'ADQ de Mario Dumont. Il a bénéficié de ça pour faire de la fausse représentation, puis il nous a nui énormément. Et Éric Duhem a dû reconstruire après son désastre. Puis c'est ça qui s'est passé. Ben moi, les trois, je le vois vraiment comme un ensemble continu, même si on est dans des partis différents. Je vois qu'il y a un continuum vers là. Ben le Mario, du temps qu'il y avait une paire de couilles, c'était bon pour nos idées. Le Éric Duhem qu'on voit depuis le début, c'est bon pour nos idées, et, évidemment. Puis oui, il y a eu Adrien Pouliot un petit bout de temps, puis ça a été bon ce qu'Adrien a fait, puis tout ça. Mais si on simplifie, là, la recette est bonne. Fait qu'il va falloir quelqu'un qui ressemble beaucoup plus à Éric Duhem qu'à n'importe quoi d'autre qui va continuer après lui. Oui, mais les Québécois diraient que tu sais, Mario Dumont, ça n'a jamais été un vrai conservateur. Ça avait un peu par accident, cette affaire-là, dans le temps. Mario, il l'aimait pas quand il était à l'ADQ. Exact. Les Québécois avaient peur de Mario puis ils l'aimaient pas. On dirait qu'il faudrait que Éric abandonne puis qu'il retourne dans les médias, mettons un show à TVA, à LCN. Puis là, 5 ans après, il revient, là, tout le monde l'aime. C'est ça qui est bizarre. Ben, c'est que moi, je suis plus cynique que ça un peu, là, mais c'est que quand tu es un parti marginal pas nécessairement au niveau des idées, mais marginal en termes de vote, là, tu fais entre 10 et 15 %. Tu es pogné avec la chose suivante. Soit tu es ignoré par les médias et par l'information sur ton parti ne circule pas, soit tu ne l'es pas et pour ne pas l'être, tu dois être controversé. Et ça, c'est vrai autant à gauche qu'à droite, parce que qui avait compris ça à QS? Catherine Dorion. Elle savait que si elle arrivait avec un truc du genre, on a un programme pour telle affaire, tout le monde s'en sac. 3e lien égale ligne de coke pendant 4 jours dans les journaux. Mais Éric, c'est un peu la même chose. Tu sais, il s'y arrive assis avec la conférence de presse avec Karim El Ayoumi, puis là, il commence à parler qu'on va s'inspirer du modèle danois pour mettre une assurance duplicative en santé. Puis tous les journalistes écoutent ça, ils comprennent rien. Ils sont pas capables de faire un résumé de ça où ils s'en foutent complètement. Mais s'il arrive puis il dit « Hey, les gars d'un sport de filles, tabarnak, là, les spots allument. Éric Duhem s'en prend aux trans ou aux drag queens, puis tout ça. » Puis c'est ça qu'il a fait dans Arthabasca. C'est que personne n'aurait parlé de ce maudit partiel-là s'il n'était pas arrivé avec le passé de l'autre gars. C'est ça, c'est pour ça que les gens... Pourquoi ils en veulent, d'ailleurs? C'est tout à fait normal qu'on parle de ça, là. C'est quand même pas petit, le pire, Jeff, moi, ce qui m'énerve le plus, c'est qu'il y a du monde dans nos propres amis, nos propres alliés qui lui reprochent ça et qui ne comprennent pas cette mécanique fondamentale-là que pour exister, il y a besoin de... Éric Duhem, il peut pas faire le tour du nid de guêpe, il faut qu'il donne un coup de pied dedans. Mais c'est les mêmes qui disent, il est pas comme Trump, il brasse pas assez, il veut... Là, quand il le fait... Ben là, il aurait pas dû le faire, c'est pas correct. Ben non, Chris, arrêtez, là. Voyons, c'était essentiel de savoir ça. C'était quand même pas... c'était pas une petite patente, là. Ça l'est pas encore. On aimerait gagner. On aimerait gagner plus souvent, puis on gagne pas souvent. Puis je le comprends, ce bout-là. Je sais que c'est chiant, mais je veux dire, le Québec part de loin, là. Les idées de droite, là, tu sais... On n'est pas sur le bord d'avoir quelqu'un qui aime le 2e amendement des États-Unis au Québec, là. Puis qui le dit ouvertement. Vous comprenez ce que je veux dire? Là? La culture de droite aux États-Unis et la culture de droite au Québec, là, vous ne pouvez pas comparer ça. On est à des allées-lumière de ce que les Américains sont. Mais hier, on fêtait une rébellion armée, mais personne n'a besoin de tuer un gun. Non, c'est ça. C'est la fête des... Mais sur le drapeau, le gars, il y a un gun. Sur le drapeau, sur le drapeau, il y a un gun dans les mains. Oui. Il y a des péquistes qui ont ça comme rideau de salon. Oui. Et le rideau de salon, c'est un gars qui a un gun dans les mains. Ça fête une rébellion, une insurrection armée. Puis on nous dit qu'il n'y a personne qui a besoin de tuer un fusil. Non, c'est ça. C'est quand même... Vive les patriotes. Thank you, guys. Yann et Frank avec leur propre podcast, bien sûr, vous savez. Puis, regarde, on se parle une fois par semaine. Toujours le fun. Ça pourrait être plus long. On pourrait faire 2 heures sans s'en rendre compte. Thank you, guys.